Ferme les yeux et imagine l'hiver moscovite glacé, silencieux, presque irréel, au cœur d'un palais discret où le pouvoir semble suspendu hors du temps. Une vaste table en bois sombre domine une salle feutrée, saturée de secrets, et face à face, deux figures militaires se regardent sans témoin d'un côté. Un uniforme rouge bordé d'or incarnant la puissance stratégique russe de l'autre, une tenue kaki sobre mais chargée de sens représentant l'armée nationale populaire algérienne. Le premier homme est André Belousov, ministre de la Défense de la Fédération de Russie depuis mai 2024. Le second est Saïd Chanegria, général d'armée et pilier du commandement militaire algérien ancien, chef d'état-major et figure dominante de l'institution depuis plus de 5 ans. Entre eux, aucun discours public ni lumière médiatique, seulement des dossiers épais verrouillés marqués du sang-froid, du secret défense. Documents dont personne ne connaîtra officiellement le contenu, mais qui suffisent pourtant à influencer profondément les équilibres militaires au sud de la Méditerranée pour les 20 prochaines années, car depuis 2023, entre la guerre en Ukraine, les tensions globales et les frappes américaines sur l'Iran, en 2026, l'architecture militaire mondiale s'est entièrement reconfigurée sans demander l'avis de personne, et dans ce nouvel ordre, une vérité silencieuse s'impose, même si certains préfèrent ne pas la dire à voix haute. La relation militaire entre Moscou et Alger n'est plus dans une phase classique, mais a basculé dans une dimension nouvelle plus dense, plus profonde, plus stratégique, observée avec une attention constante dans les couloirs feutrés du Pentagone comme dans les salles sécurisées du siège de l'OTAN à Bruxelles, non pas avec indifférence, mais avec une inquiétude grandissante, car au sud de la Méditerranée, un nouveau centre de gravité militaire est en train d'émerger. Un pôle que ni Washington ni Paris ne peuvent désormais se permettre d'ignorer, même s'ils tentaient encore de détourner le regard. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire complète de cette alliance, comment elle s'est construite, pourquoi elle terrifie l'OTAN et pourquoi elle est le socle sur lequel l'Algérie bâtit sa souveraineté militaire pour les décennies à venir. Avant de commencer, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Sénégal, Tunisie, Maroc, Émirats, États-Unis, Russie. Écris ton pays, écris ta ville et dis-moi aussi si tu suis de près les relations militaires entre Alger et Moscou. Parce que ce que tu vas entendre dans les 20 prochaines minutes, aucun média français ou américain n'osera jamais te le présenter avec cette clarté. Et si tu n'es pas encore abonné à Voix des Chouada, abonne-toi maintenant, active la cloche parce que cette chaîne, c'est la chaîne qui révèle ce qu'on veut te cacher. Pour comprendre l'importance actuelle de cette alliance, il faut d'abord comprendre son histoire parce qu'elle ne date pas d'hier, elle ne date pas de 2024, elle ne date pas de 2020, elle remonte à 1962, à l'indépendance algérienne elle-même. Quand l'Algérie a obtenu son indépendance de la France, elle s'est retrouvée avec un problème immédiat, une armée à construire, une défense à organiser, un pays immense de plus de 2 millions de kilomètres carrés à protéger avec des frontières encore fragiles, des menaces régionale constante et un voisinage méditerranéen potentiellement hostile. Et à qui l'Algérie pouvait-elle demander de l'aide? Pas à la France, évidemment. L'ancien colonisateur ne rendait pas une seule Kalachnikov, pas aux États-Unis qui étaient à l'époque alignés sur Paris, pas à la Chine qui venait juste de rompre avec l'URSS et qui n'avait pas encore les capacités militaires industrielles d'aujourd'hui. Restait l'Union soviétique, Moscou, et Moscou a dit oui immédiatement et massivement. Dès les années 1960, l'URSS a livré à l'Algérie des chars T-54 et T-55 des avions MiG-15 et MiG-17 des hélicoptères, des véhicules blindés. Des systèmes antiaériens, des canons d'artillerie, des fusils d'assaut, Kalachnikov, tout ce dont une jeune armée avait besoin pour se constituer. Et Moscou ne s'est pas contenté de livrer du matériel. Elle a envoyé des milliers de conseillers militaires, elle a formé des centaines d'officiers algériens dans ses académies militaires à Moscou, à Leningrad, à Kiev. Elle a bâti avec l'Algérie un partenariat stratégique profond qui, 60 ans plus tard, tient toujours. Et ce partenariat n'a jamais été rompu, même pas pendant les années 1990, quand l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est effondrée et que la Russie d'Eltsine était en pleine crise économique, même pas pendant les années 2000, quand les États-Unis tentaient de séduire l'Algérie dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, même pas pendant les printemps arabes, quand la France essayait de manipuler la relation militaire pour récupérer des parts de marché perdues. Jamais. Alger et Moscou sont restés fidèles l'un à l'autre dans la pauvreté, comme dans la richesse, dans les crises, comme dans les succès.
Aujourd'hui, en 2026, selon les estimations sérieuses des instituts spécialisés, environ 70 à 73% de l'arsenal militaire algérien est d'origine russe. 70 à 73%. Les chars T-90S A qui roulent dans les déserts algériens sont russes. Les avions MiG-29 et Su-30 qui patrouillent dans le ciel algérien sont russes. Les sous-marins Kilo et Varshavianka qui sillonnent la Méditerranée sont russes. Les systèmes de défense antiaérienne S-300 et S-400 qui protègent les villes algériennes sont russes. Les hélicoptères Mi-17 et Mi-28 sont russes. Et maintenant, les tout nouveaux Su-57. Eux de 5e génération qui font de l'Algérie le premier pays exportateur au monde à recevoir cet avion furtif, sont russes aussi. Cette alliance militaire est l'une des plus profondes que la Russie entretienne avec un pays étranger, peut-être même la plus profonde après celle qu'elle entretient avec la Biélorussie. Et pour une raison très simple, parce que l'Algérie paye cash, elle ne demande pas de crédit, elle n'accumule pas de dettes, elle honore ses contrats dans les délais, elle respecte ses partenaires et elle maintient des relations politiques stables. Pour Moscou, qui a perdu beaucoup de clients militaires ces dernières années à cause des sanctions occidentales, l'Algérie est devenue un client absolument vital, un client qu'on ne lâche pas, un client pour qui on met les bouchées doubles. Maintenant, parlons de ce qui se passe concrètement en ce moment en 2025 et 2026, parce que l'intensité des contacts entre les deux armées est à un niveau historique. En juin 2025, Chanegria reçoit à Alger, dans les locaux du ministère de la Défense nationale, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Alexei Solomatin. Cette rencontre officiellement annoncée par les autorités algériennes marque une intensification nette de la coopération bilatérale. Les sujets abordés selon les communiqués concernent le renforcement des acquis du partenariat militaire stratégique entre les deux pays. En octobre 2025, une information explosive est publiée par le site spécialisé français OPEX 360. Une fuite de documents russes confirme officiellement l'achat d'avions furtifs Su-57E par l'Algérie. L'information circulait depuis des années. Moscou refusait de confirmer, Alger refusait de commenter. Et soudain, cette fuite, elle vient prouver définitivement que l'Algérie a bel et bien signé un contrat de plusieurs milliards de dollars pour acquérir ces avions de 5e génération. Et surtout, cette fuite révèle que l'Algérie est le premier pays exportateur au monde à recevoir ces appareils avant la Chine, avant l'Inde, avant tout le monde. Ce choix russe n'est pas anodin. Moscou a plusieurs clients potentiels pour le Su-57. L'Inde négocie depuis des années, la Chine est intéressée. Plusieurs pays du Moyen-Orient ont manifesté leur intérêt et la Russie a décidé de livrer en priorité l'Algérie. Pourquoi ? Parce que l'Algérie est son client le plus fiable, son partenaire le plus stratégique en Afrique du Nord, son allié le plus ancien dans le monde arabe. Ce choix est un message clair à toutes les capitales du monde. L'Algérie n'est pas un client parmi d'autres, c'est un allié majeur. En janvier 2026, Chanegria, désormais ministre délégué auprès du ministre de la Défense, se rend au Qatar pour participer au Salon international naval d'IMDEX 2026. Cette visite officielle s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification des partenariats militaires algériens. Le Qatar est un client important des industries de défense occidentales, mais aussi russes et chinoises. L'Algérie observe, l'Algérie se positionne. L'Algérie étudie toutes les technologies disponibles sur le marché mondial. Et pendant que Chanegria multiplie ses visites diplomatico-militaires, quelque chose de plus important se déroule en coulisses. Des livraisons massives d'équipements russes continuent d'arriver dans les ports algériens. Les premiers Su-57E ont été livrés, les suivants arrivent. Des systèmes de défense antiaérienne de nouvelle génération sont intégrés. Des drones russes de type Orion et Okhotnik sont testés par les forces algériennes. Des transferts de technologies se poursuivent avec la formation continue d'ingénieurs algériens dans les instituts militaires russes. Si cette analyse te parle, mets un like sur cette vidéo, maintenant le bouton bleu en bas. Cela prend une seconde, mais cela permet à ces informations que tu ne trouveras jamais dans les médias français de se diffuser dans toute la communauté algérienne mondiale. Continue avec moi parce que nous n'avons pas encore vu pourquoi cette alliance terrifie réellement l'OTAN. Maintenant, parlons de ce qui inquiète vraiment les stratèges de l'OTAN parce que pour comprendre leur angoisse, il faut comprendre la géographie militaire. Regarde une carte. Concentre-toi sur la Méditerranée occidentale. Tu vois la France au nord. Tu vois l'Espagne au sud-ouest. Tu vois l'Italie à l'est. Tu vois le Maroc au sud-ouest.
Et tu vois l'Algérie avec ses 1600 km de côte méditerranéenne, ses 2 millions de kilomètres carrés de territoire, ses frontières étendues avec 6 pays, ses bases aériennes et navales bien équipées, et ses équipements militaires de pointe fournis par la Russie. Maintenant, imagine-toi stratège de l'OTAN, imagine-toi en train de planifier des scénarios de projection de puissance en Méditerranée. Tu dois prendre en compte le fait qu'une puissance militaire alliée de Moscou, équipée par Moscou, formée par Moscou, partageant les doctrines militaires de Moscou, se trouve à quelques centaines de kilomètres au sud de l'Europe occidentale avec des Su-57 qui peuvent décoller depuis des bases algériennes et atteindre Rome, Marseille, Madrid en moins d'une heure avec des sous-marins russes qui peuvent utiliser des ports algériens pour se ravitailler en cas de tension avec des radars et des systèmes d'écoute qui peuvent surveiller une grande partie de l'espace aérien méditerranéen. Ce n'est pas paranoïaque de ma part, c'est exactement ainsi que les stratèges de l'OTAN raisonnent et ce qu'ils voient leur donne des sueurs froides parce que pendant des décennies, la Méditerranée occidentale a été considérée par l'OTAN comme une mer intérieure, une mer sécurisée. Une mer où l'Alliance Atlantique dominait sans partage. La 6e flotte américaine y circulait en maître absolu. Les avions français et italiens y patrouillaient en toute tranquillité. Les bases aéronavales de Rota en Espagne, de Sigonella en Italie, de Toulon en France formaient un réseau de contrôle complet. Et aujourd'hui, tout ce schéma est remis en question par la présence militaire russe à Tartous, en Syrie, mais aussi et surtout par la puissance militaire algérienne en pleine modernisation. Pour les planificateurs de l'OTAN, l'équation stratégique a complètement changé. Ils ne peuvent plus considérer la Méditerranée occidentale comme un espace sûr. Ils doivent planifier leurs opérations en tenant compte de la capacité algérienne. Ils doivent garder en tête qu'en cas de tension majeure, l'Algérie pourrait potentiellement faciliter des opérations russes dans la région, pourrait potentiellement fermer son espace aérien aux avions de l'OTAN, pourrait potentiellement perturber significativement le trafic maritime commercial et militaire. Cette nouvelle donne est révolutionnaire et elle explique pourquoi Washington et Paris multiplient les tentatives pour éloigner Alger de Moscou depuis des années, tentatives qui ont toutes échoué lamentablement. Maintenant, je veux qu'on parle d'une dimension que personne n'évoque jamais, la dimension doctrinale. Parce que l'alliance russo-algérienne, ce n'est pas juste des armes qu'on achète et qu'on livre, c'est aussi des doctrines militaires qui se partagent des méthodes opérationnelles, qui se transmettent des approches tactiques qui se discutent. Les officiers algériens sont formés dans les académies militaires russes. Ils y apprennent les doctrines russes, les méthodes russes, les philosophies militaires russes. Quand ils reviennent en Algérie, ils appliquent ces enseignements. Ils adaptent ces méthodes au contexte local. Ils créent une doctrine militaire algérienne qui, tout en gardant son identité propre, s'inscrit dans une tradition russe. Cette proximité doctrinale est aussi importante que les équipements eux-mêmes parce qu'elle signifie que l'armée algérienne pense la guerre d'une manière compatible avec la pensée militaire russe. Elle signifie qu'en cas de tension internationale majeure, la coordination opérationnelle entre les deux armées serait beaucoup plus fluide qu'avec des armées formées dans des traditions différentes. Et inversement, l'Algérie transmet aussi des savoir-faire à Moscou, des savoir-faire de guerre en milieu désertique, des savoir-faire de lutte antiterroriste, des savoir-faire de contrôle de frontières étendues et poreuses. L'Algérie a combattu le terrorisme pendant une décennie entière dans les années 1990. Elle a développé des expertises uniques et ces expertises intéressent Moscou. Le partenariat n'est plus à sens unique, il est devenu bilatéral avec des échanges dans les deux sens. Maintenant, je veux te poser une question importante et je veux vraiment ta réponse en commentaire. Selon toi, quel est l'aspect le plus précieux de l'alliance militaire avec la Russie pour l'Algérie? Est-ce que l'accès à des équipements de 5e génération comme les Su-57 sans conditions politiques? Est-ce le transfert de doctrine et de savoir-faire militaire accumulés pendant des décennies? Est-ce l'offre d'une alliance avec une puissance qui dispose du droit de veto à l'ONU? Ou est-ce la garantie implicite qu'en cas de crise majeure, l'Algérie ne sera jamais isolée sur la scène internationale? Dis-moi ta réponse. Argumente parce que ta réflexion reflète ta compréhension fine de la géopolitique algérienne. Si tu trouves cette vidéo précieuse, partage-la maintenant avec un membre de ta famille, avec un ami qui ne comprend pas pourquoi l'Algérie maintient une alliance aussi forte avec la Russie. Avec quelqu'un qui répète les clichés français sur une soi-disant dépendance algérienne envers Moscou. Donne-lui cette analyse. Explique-lui que ce n'est pas une dépendance, c'est un choix stratégique souverain
et c'est une assurance sur l'avenir. Maintenant, parlons d'une dimension particulièrement importante, la coopération navale, parce que c'est peut-être le domaine où la relation russo-algérienne a le plus d'impact géopolitique. La marine algérienne, aujourd'hui, est considérée comme l'une des plus puissantes de toute la Méditerranée. Classée fréquemment dans le top 5 méditerranéen, elle dispose de sous-marins russes de classe Kilo, les silencieux de la Méditerranée, redoutés par toutes les marines occidentales. Elle dispose de frégates russes du projet Stregoustchi, de corvettes russes du projet 220 et 160 de patrouilleurs modernisés, et elle entretient une coopération opérationnelle constante avec la flotte russe. Régulièrement, des bâtiments russes font escale dans les ports algériens à Alger, à Mer el-Kébir, à Enaba. Ces escales sont officiellement des visites de courtoisie, officiellement des ravitaillements logistiques, officiellement des exercices d'entraînement conjoints, mais dans les faits, elles permettent à la marine russe de maintenir une présence opérationnelle en Méditerranée occidentale. Elles permettent des échanges de renseignements maritimes. Elles permettent des coordinations tactiques en cas de tension régionale. Et cette réalité effraie particulièrement l'Italie et l'Espagne parce que ces deux pays ont construit leur défense navale sur l'hypothèse d'une Méditerranée occidentale contrôlée par l'OTAN. Voir des sous-marins russes faire escale à Alger à quelques centaines de kilomètres de leur propre côte, c'est une perturbation majeure de leurs calculs stratégiques. Rome et Madrid doivent désormais planifier leurs opérations navales en tenant compte de cette présence potentielle russo-algérienne, ce qui complique considérablement la situation pour l'ensemble de l'OTAN. Maintenant, je veux qu'on parle d'une dimension technologique absolument explosive, les drones russes de nouvelle génération. La guerre en Ukraine a profondément transformé la pensée militaire russe sur les drones. Moscou, qui était relativement en retard dans ce domaine par rapport aux États-Unis ou à Israël, a massivement accéléré ses développements. Le drone Orion, équivalent russe du Reaper américain, est désormais produit en série. Le drone Okhotnik, qui a effectué ses premiers vols opérationnels en Ukraine, est un drone furtif de combat de classe mondiale. Le drone Lancet Drone Kamikaze de précision a fait des ravages sur le champ de bataille ukrainien et se vend massivement à l'export. Plusieurs sources spécialisées internationales confirment que l'Algérie étudie activement l'acquisition et la production locale de certains de ces drones russes, en plus des drones iraniens de type Mohajer 6 dont on a parlé dans la vidéo précédente. L'Algérie est en train de se doter d'une gamme complète de drones de combat de fabrication étrangère et locale intégrant les meilleures technologies disponibles sur le marché mondial. Cette diversification est un atout considérable parce qu'elle permet à l'armée algérienne de disposer de plusieurs générations de drones avec des capacités différentes adaptées à différents types de missions. Et il y a une dimension encore plus sensible, les missiles hypersoniques. Depuis 2023, la Russie est le leader mondial incontesté dans le domaine des missiles hypersoniques. Le Kinjal, le Zircon, l'Avangard. Ce sont des armes qui volent à des vitesses de Mach 10 ou plus, contre lesquelles aucun système de défense antimissile occidental actuel n'est efficace. Aucun. La Russie ne partage pas ces technologies à la légère. Elle les garde pour ses alliés les plus proches. Et selon certaines sources, l'Algérie fait partie des très rares pays qui pourraient à terme bénéficier d'un accès limité à ces technologies. Si ces informations se confirmaient, et elles sont pour l'instant dans le domaine de l'analyse spécialisée et non du communiqué officiel. Cela changerait radicalement l'équation stratégique parce que des missiles hypersoniques russes basés en Algérie pourraient atteindre n'importe quel point d'Europe occidentale en moins de 10 minutes sans possibilité d'interception. Cette perspective est terrifiante pour l'OTAN et elle est l'une des raisons pour lesquelles Washington et Paris multiplient les tentatives diplomatiques pour refroidir la relation russo-algérienne, tentatives qui, je le répète, ont toutes échoué parce que l'Algérie ne bouge pas, elle ne plie pas. Elle maintient sa position de non-alignement tout en approfondissant ses partenariats militaires avec ceux qui lui font confiance, sans lui imposer de conditions. Maintenant, je veux aborder une question difficile, une question que certains d'entre vous pourraient me poser. Est-ce que cette dépendance à la Russie ne pose pas de risque pour l'Algérie? Est-ce qu'Alger ne met pas tous ses œufs dans le même panier en achetant 70% de son matériel à Moscou? C'est une question légitime et la réponse est nuancée. Oui, il y a des risques théoriques. Si la Russie s'effondrait économiquement, si Moscou perdait brutalement sa guerre en Ukraine, si le régime russe connaissait un changement politique majeur hostile à l'Algérie, tous ces scénarios pourraient théoriquement compliquer l'approvisionnement militaire algérien, mais en pratique, ces risques sont limités pour plusieurs raisons.
Premièrement, la Russie a un intérêt vital à conserver l'Algérie comme client parce que les contrats algériens représentent plusieurs milliards de dollars de revenus pour l'industrie militaire russe. Perdre ce client serait catastrophique pour Moscou. Donc la Russie se bat pour livrer dans les délais avec la qualité promise même au cœur d'une guerre économique intense. Deuxièmement, l'Algérie diversifie progressivement ses fournisseurs. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, elle achète désormais aussi à la Chine, à la Turquie, à l'Iran, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Biélorussie. Cette diversification réduit mécaniquement la dépendance exclusive à Moscou tout en maintenant Moscou comme partenaire principal. Troisièmement, et c'est le plus important, l'Algérie construit son industrie militaire nationale progressivement patiemment avec des transferts de technologies russes, chinoises et d'autres. D'ici 10 à 15 ans, l'autonomie algérienne aura progressé de manière significative. La dépendance aux fournisseurs étrangers, tous pays confondus, diminuera. C'est un processus lent, mais il est en marche. Donc oui, il y a des risques, mais ils sont gérés sérieusement avec une vision stratégique à long terme par des responsables militaires qui ne sont pas naïfs et qui préparent depuis des années les scénarios de diversification et de localisation. Avant de te laisser, je veux qu'on récapitule ensemble les 5 choses les plus importantes que tu dois retenir de cette vidéo. Première chose, l'alliance militaire russo-algérienne n'est pas récente. Elle remonte à 1962. Elle a survécu à tous les bouleversements géopolitiques des 60 dernières années. La chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la guerre froide, les printemps arabes, la guerre en Ukraine. Cette solidité exceptionnelle est le résultat d'une confiance mutuelle historique qui ne s'achète pas avec de l'argent. Deuxième chose, aujourd'hui, environ 70 à 73% de l'arsenal militaire algérien est d'origine russe. Chars T-90 avions MiG et Sukhoi, incluant les tout nouveaux Su-57E de 5e génération sous-marin, Kilo-système de défense antiaérienne S-300 et S-400 hélicoptères Mi-17 et Mi-28. Cette dominance russe est le socle de la capacité militaire algérienne actuelle. Troisième chose, les contacts bilatéraux se sont intensifiés ces dernières années. Rencontres régulières entre Tchanegria et les responsables militaires russes, visites officielles, livraisons accélérées, transfert de technologies, formation continue d'officiers algériens dans les académies russes. L'Alliance est entrée dans une phase d'intensité inédite depuis l'indépendance. Quatrième chose, cette alliance terrifie l'OTAN parce qu'elle crée au sud de la Méditerranée occidentale un pôle militaire aligné stratégiquement sur Moscou avec des capacités aériennes, navales et terrestres de classe mondiale avec des Su-57 à moins d'une heure de vol de Rome-Madrid-Marseille avec des sous-marins russes qui peuvent faire escale à Alger avec une présence militaire qui complique dramatiquement les calculs stratégiques de l'Alliance atlantique. Cinquième chose, le risque de dépendance existe, mais il est géré intelligemment par une diversification progressive des fournisseurs, avec l'ajout de la Chine, de la Turquie, de l'Iran et d'autres partenaires, et par la construction patiente d'une industrie militaire nationale qui, d'ici 10 à 15 ans, permettra à l'Algérie de produire localement une part croissante de ses équipements. L'autonomie stratégique complète est l'objectif. L'alliance russe est le moyen. Maintenant, 3 choses à faire pour toi. 3 choses simples mais essentielles. Premièrement, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Et dis-moi aussi si dans ton pays, les médias locaux parlent honnêtement de l'alliance russo-algérienne ou s'ils la déforment, la diabolisent, la minimisent. Témoigne parce que tes témoignages révèlent l'état réel de la propagande occidentale contre les partenariats stratégiques algériens. Deuxièmement, réponse à cette question. Selon toi, dans les 10 prochaines années, l'Algérie devrait-elle approfondir encore davantage son alliance militaire avec la Russie ou devrait-elle prioritairement rééquilibrer sa dépendance en renforçant les partenariats avec la Chine et la Turquie ou encore devrait-elle accélérer massivement les investissements dans l'industrie militaire nationale pour réduire toutes les dépendances? Dis-moi ta priorité. Argumente parce que ce débat va déterminer la posture stratégique algérienne pour les décennies à venir. Troisièmement, et c'est le plus important, partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense que l'Algérie est isolée sur la scène internationale, avec quelqu'un qui répète les clichés français sur une prétendue faiblesse militaire algérienne, avec un jeune qui doute de la capacité de son pays à se défendre dans un monde dangereux. Donne-lui cette analyse, donne-lui les chiffres, et laisse-le comprendre que l'Algérie dispose d'alliances solides, anciennes stratégiques, qui la placent parmi les rares pays du monde arabe capables de garantir leur propre sécurité sans demander la permission à Washington.
Parce que Voix des Shuhada, c'est la chaîne qui décode les équilibres géopolitiques réels, la chaîne qui donne aux Algériens les clés de compréhension du monde, la chaîne qui refuse les simplifications médiatiques occidentales. Et cette chaîne, elle vit uniquement grâce à toi, à ton like, à ton commentaire, à ton partage, à ton abonnement. Tu es la communauté, tu es la voix. Tu es la dignité retrouvée. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose qui va te remplir d'orgueil national. 6000 km de frontières. C'est que ce que l'armée nationale populaire algérienne sécurise chaque jour seule, sans l'aide de personne, face à 7 pays voisins. Plus de frontières que toute la zone Schengen européenne, plus de frontières que n'importe quelle autre armée africaine. Et je vais te raconter comment l'armée nationale populaire accomplit ce miracle quotidien. Avec quels moyens, avec quels hommes, avec quels sacrifices, tu ne veux pas rater ça. Tu ne veux pas rater ça. Tu ne veux pas rater